Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, vous ne pas rafler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Amis fidèles du groupe Eto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Chasse Patate, le deuxième de cette saison 2020 que j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui. Ça y est, on a pu déjà apprécier quelques courses et entrer un petit peu plus dans le vif du sujet de cette saison 2020. Et évidemment, un groupe Eto ne se forme pas tout seul, vous serez accompagné dans cette émission ce soir de Bertrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir à tous. De Mathieu, évidemment, salut Mathieu. Salut à tous. Et enfin, Raphaël est également présent. Salut Raphaël. Salut. Alors au programme de cette émission, on va faire un petit peu le tour du monde avec le Tour d'Arabie Saoudite. On va faire un petit crochet par le Tour de San Juan et le Tour de la communauté de Valence. Et on finira sur nos belles épreuves françaises, le Grand Prix, la Marseillaise et également l'Étoile de Bessèges. Et enfin, pour clôturer notre podcast, nos trois consultants, donc Bertrand, Mathieu et Raphaël, réaliseront ce qu'on appelle des sprints bonification. Je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour tout cela. Les gars, j'espère que vous êtes en forme. On enfile les cale-pieds et on y va. Alors messieurs, si vous le voulez bien, on va débuter par le Tour d'Arabie Saoudite, le premier du nom, organisé sous l'effigie d'ASO. Un tour qui a vu 3 étapes remportées par les équipes appartenant aux pays voisins de l'Arabie Saoudite. Par exemple, une étape pour l'UAE Team Emirates et 2 étapes pour la Bahreïn McLaren. Et on a également pu apprécier les 2 victoires pour les équipes françaises, Team Total Direct Energy et Arkea Samsic. Alors messieurs, très simple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première édition dans la péninsule arabique ? Votre avis général sur cette épreuve ? Parce qu'on a parfois vu des scénarios bien pires dans les déserts du Moyen-Orient. Bertrand ? Alors, au niveau de cette course, je pense qu'il faut dire déjà que pour une course de début de saison, c'était une belle course assez mouvementée, alors qu'on pouvait craindre justement des étapes assez ennuyeuses, comme on pouvait le connaître à certaines époques, je pense notamment au Tour du Qatar. La première étape avec les bordures a été une étape vraiment très agréable à regarder. On a eu le petit coup de folie d'Henry Schossler et de Bonifazio également. On a eu le duel Bouhanni-Bamaos. Non, c'était agréable à suivre. Après, les enseignements sportifs, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Bauhaus était le plus fort a priori de tous. Alors, il y aura bien sûr, je pense qu'on va évoquer la polémique, mais sportivement, c'est pas non plus le genre de course qui est très révélatrice, mais elle nous a livré, je trouve, une belle compétition. C'est agréable à suivre. Raphaël ? Alors, je suis d'accord avec Bertrand. La course était assez intéressante pour tout ce qu'il a cité, mais aussi parce que Rui Costa voulait gagner le classement général. Et comme les côtes étaient souvent situées relativement loin de l'arrivée, mais pas trop loin, l'équipe UAE a souvent fait exploser le peloton dans les ascensions pour permettre à Rui Costa de faire des différences qu'au final il n'a pas faites. Et ça a rendu quand même la course beaucoup plus sympathique à suivre que ne peut l'être tous les ans, par exemple, le Tour des Émirats Arabes Unis, où ça se limite quasiment toujours à des sprints et 1 ou 2 courses de côte. Mathieu, t'es d'accord un petit peu avec tout ça ? Ouais, j'ai envie de dire que c'est quand même ce Tour d'Arabie Saoudite, c'est quand même une course au final qui a été plutôt intéressante. Je dirais que c'est presque un peu un mix entre le Tour d'Oman et le Tour du Qatar, avec des étapes pas forcément très difficiles sur le papier, mais un peu de relief qui vient pimenter tout ça, et des bordures un peu comme on a pu voir sur la première étape remportée par Rui Costa. Donc il s'est passé des choses, ça a été quand même au final plutôt intéressant. Et c'est sûr, oui, quand on compare par exemple à un Tour des Émirats, c'est quand même bien plus intéressant. Donc voilà, après, le plateau n'était pas extraordinaire non plus, mais on a pu voir de belles choses. Voilà, avec l'affrontement final entre Phil Bauhaus, Nasser Bouhanni et Rui Costa pour la fin, on a eu quand même une belle course quand même dans l'ensemble. Et en tant que Français, nous on va pas se le cacher, la victoire de Nasser Bouhanni, finalement, enfin. Ouais, ça fait un moment, il l'attendait depuis un moment. Ouais, l'année dernière, il s'était pas imposé, hein. Sa dernière victoire, ça remonte au Tour d'Espagne 2018, donc ça fait un petit moment pour lui. Voilà, on espère que ça va pouvoir vraiment, vraiment bien lancer sa saison.
Dans les sprints sur ce Tour d'Arabie Saoudite, voilà, comme je te disais, il n'y avait pas un énorme plateau, mais il y avait par exemple un Phil Bowers qui est pas n'importe qui non plus. Donc je pense que ça peut être plutôt encourageant pour la suite, ça va le remettre sur les bons rails, donner de la confiance d'avoir une victoire pour entamer cette saison 2020 avec une nouvelle équipe, un nouvel encadrement. Ça peut être que positif pour Nasser Bouhanni, en tout cas pour lui. Et Bertrand, très rapidement, tout à l'heure, au début de l'émission, tu évoquais le fameux sprint. Tu fais référence notamment à la dernière étape. Tout à fait. Je pense que on peut pas faire l'impasse là-dessus. Il y a une polémique. Est-ce que Bouhanni aurait dû finalement l'emporter ou pas suite au déclassement de son adversaire? J'ai envie de dire que sur le sujet, je me suis pas fait d'opinion définitive. Je pense que les deux pouvaient se défendre. Donc quelque part, c'est un peu frustrant, mais d'ailleurs, ils n'ont pas, il me semble-t-il, Arkea et son coureur n'ont pas insisté non plus très longtemps. Mais c'est vrai que quand tu regardes les images, en fait, la question tout simplement, c'est est-ce qu'il avait les moyens de terminer premier sans cette courbe un peu étrange de son adversaire? J'en suis pas persuadé, ce qui rend la pilule un peu moins amère, je pense. Raphaël, ton point de vue par rapport à ce sprint de Nasser Bouhanni et Phil Bauhaus? Moi, alors, il y a quand même un truc qui m'embête dans le sprint de Bauhaus, c'est qu'on a l'impression qu'il fait exprès en fait de se déporter au moment où Bouhanni essaye de passer. Bon, je pense pas que Bouhanni aurait réussi à passer parce il devait rester 100 mètres au moment où il commence à vouloir passer par la droite de l'Allemand. Je pense qu'il aurait pas réussi, mais le problème c'est que Bauhaus se décale vraiment pile à ce moment-là. Et les commissaires, ils savent mieux que nous, à mon avis, comment on détermine si un sprint est irrégulier ou non déjà. C'est pas non plus flagrant, quoi. Moi, j'ai l'impression que Bauhaus se décale exprès à ce moment-là, mais en soi, c'est pas flagrant qu'il le fait exprès, c'est juste une impression. Est-ce que dans les sprints, ça fait pas aussi un petit peu, une question un petit peu polémique, mais partie du jeu d'aller un petit peu comme ça gêner gentiment, on va dire, son adversaire? Ça fait un peu l'essence du sprint, effectivement. Bertrand, toi qui avais l'air un petit peu remonté en regardant ce sprint. Non, remonter, je dis encore une fois, je suis mitigé. Je suis mitigé. Pour moi, normalement, un sprint, on va dire classique, les mecs, ils essayent quand même de garder un minimum leur ligne. Ce qui n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout le cas ici. Après, des vagues comme celle-là, c'est pas la première qu'on voit et c'est pas la première qui est validée. Donc, en ça, c'est pas choquant. Et comme le disait justement Raphaël avant, bah, les commissaires de course, ils savent sur quels éléments juger, ce que nous, on n'a pas forcément. J'ai pas en tête le point exact du règlement. Mathieu, tu pourrais nous préciser ça un petit peu avec un point de règlement que tu dois avoir sous les yeux et que tu dois connaître? Le règlement, en tout cas pour la gestion des sanctions au niveau des sprints, ça indique une déviation du couloir choisi en gênant ou en mettant en danger un autre coureur et sprint irrégulier. Alors, ça cite notamment les exemples de tirer le maillot, tirer la selle, mettre un coup de coude, un coup d'épaule. Alors après, en soi, pour question de garder sa ligne, faire des vagues, c'est quand même assez flou. Question de mettre en danger, ça reste toujours à l'interprétation des commissaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Phil Bauhaus, il n'a pas fait son sprint en ligne droite. Il a fait plusieurs à-coups, presque étrangement, sur la trajectoire de Nasser Bouhanni. Après, je pense que aussi bien la décision de ne pas sanctionner Phil Bauhaus que celle qui aurait pu être prise de sanctionner l'Allemand, il n'y aurait pas eu une décision plus étonnante, plus injuste l'une que l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut se comprendre, même si c'est vrai que du coup, il y a un enjeu tout à fait particulier avec ce sprint. Ce qui est quand même plus dangereux au niveau des sprints et qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est tous les poissons pilotes, tous les lanceurs qui, une fois leur travail est fini, se décalent à peine et décélèrent, ralentissent en plein milieu du paquet. Ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, beaucoup plus que les petites vagues qu'a pu faire Phil Bauhaus. Et au final, ça, pour le coup, par contre, j'ai pas l'impression, pas le sentiment que ça soit sanctionné. Et, au contraire, ça devrait quand même l'être. Des poissons pilotes comme Morkov ou Richese sont particulièrement adeptes de ce genre de rabattement vraiment très lent au milieu du peloton. Et ironiquement, ce sont les poissons pilotes qui sont réputés comme les meilleurs.
Et juste dans le prolongement de cette question des poissons pilotes, on a vu la Bahreïn McLaren plutôt impressionnante, avec le trio notamment Heinrich Hausler, Phil Baos et Mark Cavendish. Est-ce que ce trio, très rapidement, va pouvoir faire le poids sur les courses un petit peu plus relevées, Bertrand? Déjà, la vérité de début février n'est franchement pas celle de la saison. Je pense qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Et très honnêtement, comme le disait, je ne sais plus si c'était Mathieu ou Raphaël qui le disait tout à l'heure, mais le plateau était quand même assez faible. Et donc, il n'y avait pas d'équipe véritablement armée d'un train pour affronter la Bahreïn McLaren, qui était la seule armée à ce niveau-là. Donc, très honnêtement, tirer des enseignements, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Et j'ai envie de dire, Cavendish, il n'a pas l'air forcément très fringant. Heinrich Hassler, même s'il a montré de belles choses, pareil, il n'était pas forcément dans une courbe très ascendante. Donc, je me garde de faire des pronostics trop engagés pour le moment. J'attends de voir. Alors les amis, on a parlé de Boigny, Nasser Boigny, Rui Costa et de la Bahreïn McLaren. Est-ce que vous avez un autre fait de course ou un autre coureur à mettre en avant d'enchaîner et d'avancer sur les courses de début de saison? Ouais, je pense qu'on peut signaler la 4e place de Youssef Reguigui, qui est revenu maintenant au niveau continental, au 3e échelon mondial. C'est une bonne perf pour l'Algérien et c'est important à souligner pour le cyclisme africain. C'est une des têtes d'affiche de ce cyclisme africain. Je pense que c'est quand même important de le signaler parce que voilà, il se retrouve entre Rui Costa et Heinrich Hausler. Pour lui, c'est quand même une performance qui est quand même plutôt intéressante. Eh bien parfait, donc sans transition, on va continuer sur les courses de début de saison et on va prendre un petit peu l'accent espagnol avec le Tour de San Juan et le Tour de la Communauté de Valence. Tout ça pour dire que Remco Evenepoel, le jeune belge, s'est imposé en Argentine, pendant que Tadej Pogačar s'est imposé au classement général final en Espagne. Alors messieurs, sur ces deux épreuves, on a un petit peu la suite logique de ce qu'on a aperçu la saison dernière, c'est-à-dire la prise de pouvoir de la jeune génération qui mate un petit peu les anciens, Bertrand. Alors, je suis plus d'accord avec cette analyse-là pour le Tour de Valence. Moins d'accord pour le Tour de San Juan, parce que je pense que le Tour de San Juan, vu le plateau, on peut vraiment pas en tirer les enseignements définitifs. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Remco Evenepoel a fait une superbe course. Il y a rien à dire là-dessus, mais je veux dire, il bat Filippo Ganna et Oscar Sevilla. C'est pas contre eux qu'il va se battre lors du prochain Giro, parce que je vois que certains le mettaient déjà dans le podium du Giro. On va peut-être se calmer un peu. Mais ça reste néanmoins une belle performance, je tiens à le préciser. Et Pogačar, c'est déjà plus intéressant vu l'adversité. Mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même relativiser les courses de début février et se méfier parce que là aussi, Pogačar, je lis que ça devient des favoris du Tour de France. Je dis, oula, attendons un petit peu, il peut se passer encore pas mal de choses. Voilà, méfions-nous des résultats de début février. Raphaël? Oui, il faut effectivement être mesuré, toujours avec les résultats de début février, tous les ans. C'est d'ailleurs ce qu'on disait déjà il y a 2 semaines, hein, quand on parlait du Tour Down Under et déjà du Tour de San Juan. Mais en même temps, quand je vois Remco Evenepoel et Tadej Pogačar courir, j'ai l'impression qu'ils progressent à une vitesse quand même exceptionnelle. Déjà, Pogačar, sa saison l'an dernier, elle est énorme. C'est pour ça, en fait, l'an dernier, au Tour d'Algarve, quand il gagne, je m'étais dit un peu la même chose. Alors, c'est le début de saison, voilà, c'est Wout-Poels, c'est Enric Mas, on va voir. Sauf qu'on a vu après. Et sur la Vuelta, sur la 20e étape, il nous fait une échappée de 40 km, il gagne avec quasiment 2 minutes d'avance. Moi, je me dis quand même, s'il est déjà aussi fort en début de saison, encore plus fort que l'an dernier, j'attends avec impatience de voir la suite. Evenepoel, c'est vrai que le plateau n'était pas exceptionnel. Voilà, il y avait Sevilla, Ganna, McNulty, Guillaume Martin, c'était pas un énorme plateau, mais sur le contre-la-montre, il bat quand même de 30 secondes Filippo Ganna, qui est 3e des championnats du monde l'an dernier, et on le sait, Filippo Ganna, c'est un super rouleur. Donc quand même, c'est impressionnant. Pogačar en montagne et Evenepoel en contre-la-montre sont impressionnants. J'attends avec impatience de voir la suite de la saison, parce que là, le début a été assez alléchant.
Là, je vais rejoindre un peu Raphaël sur le fait que Remco Evenepoel, il a surtout été impressionnant vis-à-vis du contre-la-montre. Quand il met 32 secondes à Filippo Ganna en 15 bornes, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Voilà, Filippo Ganna, c'est quand même pas n'importe qui, hein, sur le podium des mondiaux l'an dernier. Voilà, après, lui aussi, c'est un jeune coureur. Après, bien sûr, c'est fin janvier, donc faudra voir si avec les formes de tout le monde à 100%, les écarts seront les mêmes. Mais ouais, Remco Evenepoel a été impressionnant. Puis aussi, là où il a été impressionnant, c'est sur l'étape de montagne, sur l'étape de l'Alto Colorado, avec le peloton qui a explosé en pièces détachées, comme dirait Thierry Adam, avec des bordures de partout. Evenepoel qui se retrouve à plus d'une minute. Et puis il finit par rentrer presque tout seul quasiment. Il est de manière impressionnante. Euh, je l'ai vraiment trouvé très très costaud sur cette étape-là. Voilà, après même si bien sûr la montée n'était pas extrêmement pentue, hein, du 4% de moyenne, hein, c'est pas monstrueux. Mais ouais, il a fait une sacrée performance Remco Evenepoel, même s'il faut pas oublier que en effet la concurrence n'était pas extraordinaire. Après, pour Tadej Pogacar, c'est un peu plus impressionnant. Surtout voilà, quand il bat sur la première arrivée au sommet, quand il bat Alejandro Valverde sur son terrain, dans son jardin, parce que c'était une montée qui sied parfaitement à l'Espagnol. Donc ouais, Pogacar, il attaque cette saison, mais de la plus belle des manières pour lui en tout cas. Je pense que il est parti pour une saison incroyable. Ouais, là, je vois, il va faire le Tour de France cette année. J'ai bien envie de voir de quoi il va être capable et quelle place il va obtenir sur la grande boucle. Quand on voit ce qu'il fait sur la 20e étape de la Vuelta l'an dernier, on peut que être impatient de le voir sur le Tour de France. Et Mathieu, effectivement, tu parlais d'Alejandro Valverde. Est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu qu'il est moins fringant en ce début de saison? Généralement, il nous a habitués toutes les saisons passées à être très performant et à scorer très rapidement. Et là, c'est pas le cas. Et au général, il est assez loin. Alors, est-ce que c'est l'âge qui se fait sentir? Est-ce que c'est un début de saison en demi-teinte? Très rapidement sur le cas Alejandro Valverde. Bah, peut-être qu'au lieu d'être en forme de janvier à octobre, il sera en forme de février à novembre. Valverde, ouais, là, sur cette course, il a été presque décevant, on va dire, même s'il a fait deuxième sur la deuxième étape. Ouais, j'ai envie de dire c'est quand même l'âge parce que voilà, il entre dans l'année de ses 40 ans. Il y a bien un moment où tu n'as plus les jambes, tu n'as plus les jambes parfaites toute l'année. Donc voilà, il prendra sa retraite à la fin de la fin de la saison prochaine, il me semble. Je pense que ça va être bienvenu pour lui. Je pense pas que ça soit déjà l'année de trop, en tout cas pour Valverde, mais je pense que voilà, il va lui falloir un peu plus de temps pour arriver à 100%. Peut-être pas encore inquiétant vraiment ce début de saison. Donc rapidement pour conclure sur ces épreuves donc à San Juan et à Valence, Bertrand, on ne s'emballe pas par rapport à Pogacar et à Evenepoel. Et pas plus qu'on s'emballe dans l'autre sens pour Valverde. Eh bien très bien, on ne peut pas être plus clair. Merci beaucoup en tous les cas pour ces précisions sur ces courses-là. Et on va du coup traverser un petit peu les frontières pour se retrouver dans notre beau territoire français avec les épreuves mythiques qui lancent généralement la saison cycliste en France avec le Grand Prix La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges. On va pas se le cacher, on a vu quand même de très belles courses sur nos routes avec notamment un Benoît Cosnefroy qui confirme ses attentes depuis son titre de champion du monde en 2017 et ma foi un Alexis Brunel qui apprend très très vite. Raphaël? L'étoile de Bessèges, ouais, c'était hyper cool. Bordure le premier jour, l'arrivée au sommet avec l'échappée qui termine avant le peloton, O'Connor qui gagne, le chrono avec la tension et tout, c'était hyper bien. J'ai adoré l'étoile de Bessèges. En plus, avec la victoire de Cosnefroy qui gagne l'étoile de Bessèges une semaine après la Marseillaise et qui confirme qu'il domine le circuit français depuis l'an dernier où il avait déjà gagné Paris-Camembert, le Grand Prix de Plumelec et le Tour du Limousin et la Poly-Normande, si je dis pas de bêtises. On pouvait qu'être heureux en regardant l'étoile de Bessèges. Bertrand, tu partages le même enthousiasme? Ah oui, oui, très clairement. Là, on a assisté à vraiment une belle épreuve.
C'est une épreuve généralement assez solide, hein, mais parfois qui peut donner lieu à des étapes uniquement de sprint assez classiques, on va dire. Là, on a eu du vent et je pense notamment à la première étape. La première étape, c'était un festival de la FDJ, Groupama FDJ, pardon, et avec en plus des coureurs jeunes qui pourtant ont vraiment fait la course de A à Z et ça a vraiment dynamité l'épreuve. Non, vraiment, entre cette victoire-là d'Alexis Brunel qui était épatant, Magnus Cort qui gagne le lendemain, on a Ben O'Connor aussi qui fait un sacré numéro. Là, pour le coup, son équipe a fait un coup tactique véritablement audacieux et récompensé, donc ça fait plaisir. Non, on a vraiment vécu une belle édition. Et finalement, ce qui est paradoxal, c'est pas tant le nom de Benoît Cosnefroy que je retiens que plutôt les vainqueurs journaliers, tu vois. J'ai plus retenu le nom d'Alexis Brunel que celui de Benoît Cosnefroy, mais ça n'en reste pas moins un beau vainqueur, hein. Mais c'est pour dire que véritablement, personne n'a écrasé la course et qu'elle a été agréable à suivre de bout en bout. Et Mathieu, ton regard sur le classement général? Bah, ça a été une course serrée et ouais, pour l'étoile de Bessèges, ça a encore une fois été une course incroyable à suivre. Je trouve que c'est vraiment ça qui est extrêmement plaisant avec ces courses de début de saison et notamment l'étoile de Bessèges. C'est-à-dire que ça débranche jamais, il se passe tout le temps des choses. Là, l'étoile de Bessèges, on sait quasiment à l'avance qu'il y a une étape, il y a une étape où ça va bordurer, une étape où ça va partir dans tous les sens, avec le chrono qui est là aussi pour rééquilibrer les forces. Hein, c'est vraiment super intéressant cette course et on a pu le voir encore cette année avec ouais, la Groupama FDJ qui a fait du très bon boulot. Et Benoît Cosnefroy qui a été juste impressionnant. Voilà, quand il revient sur la première étape, quand il revient dans la montée finale, il revient à toute vitesse avec Edward Plankert. Et voilà, dans le Mont Bouquet, il s'accroche au basque d'Alberto Bettiol, si je ne me trompe pas. Donc ouais, c'est vraiment la performance de Benoît Cosnefroy qui, moi, pour le coup, je vais retenir. Et, euh, et d'ailleurs, si je me trompe pas, Benoît Cosnefroy, ça doit être le premier à gagner d'affilée le Grand Prix La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges la même année. Donc, montre vraiment qu'il est en pleine bourre, le garçon. Et c'est vraiment, vraiment positif pour cette saison. Et après, pareil, Alexis Brunel, c'est aussi l'autre jeune qu'on a vu bien en forme. Il gagne pour quasiment une de ses premières courses chez les professionnels, chez Groupama FDJ. En plus, il décroche au passage la 500e victoire de l'équipe de Marc Madiot. C'est quand même un beau chiffre, une belle statistique. Donc non, ouais, il y a que des belles choses vraiment sur cette étoile de Bessèges à retenir, quoi. Juste pour aller un petit peu plus loin par rapport à ton raisonnement, je crois qu'il y a eu un coureur qui a déjà fait le doublé Grand Prix Marseillaise Bessèges il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est ça, c'est Eddy Plancart en 1984. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette précision. Justement, la course a été belle et donc on a tous été enthousiastes visiblement. C'est pas vraiment amusant, mais un peu quand même de penser qu'il y a 2 ans, il y avait quand même des rumeurs de disparition de l'étoile de Bessèges. Et là, on en parle comme si c'était une course. Voilà, c'est normal qu'elle ait lieu. C'est toujours normal qu'elle ait lieu pour nous. Et voilà, on prend conscience que si elle était plus là, elle nous manquerait vraiment. Alors là, en plus, on a eu vraiment une très belle édition qui s'est conclue par une image absolument magnifique d'Alberto Bettiol après sa victoire sur le contre-la-montre, qui se met le pied sur le mur et qui scrute l'horizon. Je ne sais pas ce qu'il scrutait, mais il regardait vers le sud, certainement vers l'Italie où il se présentera au Strade Bianche et Milan-San Remo. Et vu la forme qu'il a, moi je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose là-bas. Est-ce que tu penses qu'il était en train de chercher la prochaine ville où il allait gagner? Ah bah, peut-être bien, parce que là on a retrouvé le Bettiol de l'année dernière. Je me demandais si on allait le retrouver. Bon, c'est que l'étoile de Bessèges, mais j'ai l'impression qu'on l'a retrouvé. Très bien d'avoir mentionné Alberto Bettiol par rapport à son podium sur l'étoile de Bessèges. Je voudrais juste avoir votre avis sur une équipe qui a été très peu en vue l'année dernière. C'est le team NTT qui, ma foi, cette année, en ce début de saison, est plutôt
à l'attaque, à l'avant de la course, et notamment sur l'étoile de Bessèges. Bertrand, ton avis sur cette équipe? Pareil, je vais dire que c'est un petit peu trop tôt, j'ai l'impression de dire ça depuis le début. Mais non, moi je dis juste, en revanche, pour le coup, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ils ont fait un coup tactique superbe. D'ailleurs, on était limite à se moquer d'eux quand ils ont commencé à enclencher les hostilités, et finalement ils ont super bien géré leur truc. Donc non, ils ont animé la course, ils ont animé l'étape reine, et bravo. Maintenant, on va attendre de voir, parce que je pense, je regardais les résultats tout à l'heure de Meintjes, par exemple. Meintjes, il n'a pas été transformé par NTT, donc attendons de voir, mais pour l'instant c'est encourageant, ouais. Bon, dans tous les cas, c'est bien d'avoir autant d'enthousiasme sur une épreuve française du début de saison. Merci à tous, parfait pour toutes ces analyses. Et évidemment, le temps passe et on s'approche de la fin du podcast Chasse-Patate. Mais on le sait bien, un gros péto ne se laisse jamais décrocher comme ça. Et nous avons 3 sprints bonification à aller chercher. Et c'est vous, Mathieu, Raphaël et Bertrand, d'apporter les éléments nécessaires à nos auditeurs. On va analyser ensemble 3 questions. Vous allez avoir chacun un argumentaire avec des réponses rapides. Sprint bonification numéro 1. Après la belle victoire de Zdeněk Štibar sur le Tour de San Juan, quel rôle peut-il espérer jouer au sein de son équipe Deceuninck Quick-Step sur la période des classiques qui va arriver, Raphaël? Eh bien, l'an dernier déjà, il avait eu un rôle plus important que les années précédentes, et cela lui avait permis de remporter le Het Nieuwsblad et le Grand Prix E3. Donc cette année, on a encore enregistré le départ de Philippe Gilbert après le départ de Niki Terpstra l'an dernier. Donc logiquement, Zdeněk Štibar devrait avoir un rôle encore plus important que précédemment sur les classiques flandriennes, où je pense qu'il sera avec Yves Lampaert et Bob Jungels, le leader principal. Bertrand, ton avis sur Zdeněk Štibar? Je partage, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il va prendre du galon et il va poursuivre un peu dans un lancé de ce qu'il fait les dernières années, mais avec sans doute un peu plus de responsabilité, mais sans que ce soit non plus révolutionnaire, parce que c'est pas non plus le genre de Lefebvre de tout révolutionner. Mais oui, il aura un rôle qui sera peu ou prou le même que les années précédentes, avec sans doute un peu plus de marge de manœuvre. Et toi, Mathieu, est-ce que c'est un coureur que tu apprécies, Zdeněk Štibar? C'est un bon coureur, après j'ai envie de dire, je pense pas qu'il ait un rôle particulièrement différent cette saison par rapport à l'année dernière. Il va toujours être dans le haut du panier du côté de la Deceuninck. Voilà, après, il y a des jeunes qui poussent chez Deceuninck. Et puis, faut pas oublier non plus que Zdeněk Štibar n'est pas belge, contrairement à Yves Lampaert. Ça peut avoir son rôle à jouer dans la répartition des rôles sur les Flandriennes, comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Mais en tout cas, voilà, il vient d'avoir 34 ans et je pense que il prouve encore qu'il va falloir compter sur lui cette année. Sprint bonification numéro 2, est-ce que c'est inquiétant pour vous la place au général de Pierre Latour sur l'étoile de Bessèges, Mathieu? C'est compliqué à dire parce que Pierre Latour, il s'est fait piéger la première étape sur les bordures, donc de ce point de vue-là, c'est un peu décevant parce qu'on pensait que ça allait être lui le leader d'AG2R la mondiale. Après, au final, voilà, il s'est fait avoir par les bordures, il a perdu du temps et il s'est rabattu en rôle d'équipier pour Benoît Cosnefroy. Donc je ne sais pas si on peut vraiment tirer des conséquences de cette étoile de Bessèges pour Pierre Latour. Il va falloir attendre de le voir quand il assumera un rôle de leader tout au long d'une course par étape, de voir s'il a pu récupérer enfin toutes ses jambes et pour enfin avoir peut-être une saison 2020 pleine, lui qui va viser le Tour de France en tant que leader d'AG2R cette année. Raphaël, au sujet de Pierre Latour? Écoute, je ne dirais pas mieux. Je vais faire un peu mon Bertrand et je vais dire que c'est trop tôt. Bertrand, c'est trop tôt effectivement pour juger ou évaluer Pierre Latour sur ce classement général? Écoute, en tout cas, moi, je vais te donner mon opinion sur ce classement. Moi, je suis pas du tout inquiet pour 2 raisons. La première, c'est qu'en effet, on ne l'attend pas là. Et très clairement, si on doit s'inquiéter sur un leader alors qu'il court l'étoile de Bessèges sur ses résultats sur l'étoile de Bessèges, on n'est pas rendu. Donc non. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude, d'autant plus qu'il a fait quand même une belle performance sur le contre-la-montre. Donc ça veut dire qu'il n'est pas à la rue. Ça veut dire qu'il n'est pas à la rue, mais qu'il travaillait certainement pour Cosnefroy et que mentalement, il n'était pas dans la peau, à mon avis, d'un leader quand il s'est présenté sur l'épreuve. Donc
Non, pas d'inquiétude pour l'instant. En tout cas, c'est pas cette course-là qui m'en donnera. Ok, bah restons très positifs alors pour Pierre Latour. Et enfin, très rapidement, le sprint bonification numéro 3. Est-ce que vous êtes un petit peu surpris par le nombre de coureurs blessés, notamment dans le clan français, alors que la saison vient tout juste de démarrer, Bertrand? Non, parce que c'est des concours de circonstances. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas d'explication rationnelle. Non, c'est juste que c'est pas de bol. Et là, pour l'instant, on est sur une mauvaise série, mais ça va peut-être se calmer, ça va peut-être empirer. Là-dessus, je pense très honnêtement qu'il n'y a pas de causalité, donc il n'y a pas grand-chose à en tirer, en fait. Raphaël? J'ai un peu le même point de vue parce que, enfin, oui, il y a des coureurs qui chutent, il y a des blessés. Bah, ce sont des faits, mais après, on peut pas vraiment l'expliquer. Je pense pas que les coureurs soient plus tendus pendant les courses ou moins concentrés. À mon avis, c'est juste pas de chance, comme disait Bertrand. Parce qu'à date, si on fait rapidement la liste, si on prend vraiment les principaux coureurs français, on a quand même Galopin, Laporte, Daumont et Elie Gébert qui sont blessés. Juste avant de laisser la parole à Mathieu, juste pour préciser que statistiquement, au cours d'une saison cycliste, le nombre de blessures intervient principalement au mois de février, avec un pic au mois de mars et au mois d'avril. Voilà, ce sont les 3 mois où les coureurs souvent se blessent le plus facilement ou le plus fréquemment. Bah, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de justification, d'explication derrière tout ça. Comme tu l'as dit, voilà, c'est en début de saison qu'il y a le plus de chutes et de blessures. À quoi c'est dû? Ça, j'en ai pas trop d'idées, je saurais pas l'expliquer. Après, c'est sûr que quand on voit pour un garçon comme Tony Galopin ou même pour un garçon comme Matteo Moschetti, pour regarder à l'étranger, c'est deux coureurs qui ont bien souffert des blessures l'année dernière et qui commencent l'année 2020 par des blessures. C'est dommage pour eux, c'est sûr. Après, fondamentalement, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Voilà, des blessures, ça arrive tout au long de l'année, évidemment, hein. Très bien, eh ben, écoutez, on prend bonne note de toutes ces analyses et de vos retours sur ces 2 semaines cyclistes qui viennent de s'écouler. Eh bien, écoutez, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast Chasse Patate. Bertrand, Mathieu, Raphaël, merci beaucoup d'être venus et merci beaucoup pour vos analyses. Merci à De toi. rien. Merci à toi, Brice. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices de Chasse Patate, on espère évidemment que vous avez apprécié cet épisode. Évidemment, comme d'hab, vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à le partager au maximum sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours à peu près pour une nouvelle émission, et d'ici là, vive les échappés, vive les pelotons et surtout vive les groupettos.